Deux sœurs Apaches âgées de 18 ans demandèrent au rancher de leur offrir un abri. Il répondit, « Seulement si vous devenez mes épouses avant l'aube. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme la fumée d'un feu mourant. Ayana fixa l'homme buriné qui se tenait dans l'embrasure de la porte. La pluie coulait sur son visage, tandis que sa sœur Seaya lui serrait le bras de ses doigts tremblants. Elles avaient marché pendant 3 jours à travers un territoire hostile, échappant à des hommes qui les poursuivaient pour des raisons qu'elles n'osaient pas dire à voix haute, seulement pour trouver refuge auprès de quelqu'un qui ne semblait pas différent. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Dans les yeux du rancher, il n'y avait ni désir ni faim, seulement une étrange forme de peur. Ses mains tremblaient lorsqu'il prononça ces mots, comme s'il répétait quelque chose qu'il comprenait à peine. Derrière lui, des bougies vacillaient en motifs presque rituels et d'étranges symboles étaient gravés sur la poutre de bois au-dessus de sa tête. « C'est la loi, » dit-il, mais sa voix se brisa comme celle d'un garçon. « C'est ce qui doit arriver. » Quelle loi? Quelle tradition pouvait exiger une telle chose? Et pourquoi son visage exprimait-il plus de terreur de ses propres mots que les leurs? L'orage empirait. Au loin, elles entendirent autre chose. Des sabots se rapprochaient. Les hommes qui les traquaient depuis des jours arrivaient presque. Mais elles étaient désormais devant un choix impossible, accepter l'exigence étrange de cet inconnu ou affronter la brutalité certaine qui les attendait dans les ténèbres. Ayana plongea une fois encore son regard dans les yeux du rancher. C'est alors qu'elle vit quelque chose. Quelque chose qui changea tout. Quelque chose qui lui fit comprendre que cette nuit ne serait rien de ce qu'elles avaient imaginé. Car le plus grand mystère n'était pas ce qu'il voulait d'elles, mais pourquoi il semblait vouloir les sauver de quelque chose de bien pire qu'un mariage. L'éclair déchira le ciel comme une blessure, illuminant le visage marqué de Boone Carter tandis qu'il reculait de la porte. Les deux femmes Apaches restaient trempées sur son perron, leurs cheveux noirs collés contre leur tête, les yeux grands ouverts entre désespoir et défi. Ayana, l'aînée, redressa les épaules malgré la pluie glacée qui traversait sa robe de cuir usé. « Nous avons besoin d'un abri jusqu'au matin. Rien de plus. » La mâchoire de Boone se crispa. Il jeta un regard derrière elle vers l'obscurité où l'orage faisait rage avec une violence inhabituelle pour cette saison. Son bétail serait dispersé à travers 3 vallées à l'aube et son toit fuyait en 4 endroits. Mais ce n'était pas cela qui faisait trembler ses mains. « Je ne peux pas, » dit-il d'une voix râpeuse comme du papier de verre. « Pas à moins que... » Il s'interrompit, les mots bloqués dans sa gorge comme des arêtes. Seaya, la cadette, se rapprocha d'Ayana. Elle avait remarqué ce que sa sœur n'avait pas vu, la façon dont Boone ne cessait de regarder par-dessus leurs épaules comme s'il attendait de la compagnie. De la mauvaise compagnie. À moins que quoi, exigea Ayana, la pluie ruisselant sur son visage comme des larmes. Boone passa une main dans ses cheveux striés de gris. Les paroles de son grand-père résonnaient dans son esprit, prononcées sur son lit de mort 3 ans plus tôt. Quand des femmes Apaches cherchent un abri dans la tempête et que des cavaliers sombres suivent leur piste, seuls les liens du mariage peuvent les protéger. C'est la vieille loi, garçon. La seule loi qui compte quand le sang s'échauffe. À l'époque, il avait cru à un délire. À présent, il comprenait qu'il s'agissait de survie. Seulement si vous devenez mes épouses avant l'aube, dit-il, les mots ayant un goût de poison dans sa bouche. La main d'Ayana se porta instinctivement vers le couteau à sa ceinture. Tu es fou? Peut-être, répondit Boone en s'écartant pour leur montrer l'intérieur de sa cabane. Mais regardez mes murs. Les sœurs suivirent son regard. Gravés sur les poutres de bois se trouvaient des symboles, non pas des signes mystiques, mais des avertissements pratiques laissés au fil des ans par des voyageurs. Des messages sur l'eau potable, les traversées dangereuses, les territoires hostiles. Et là, près de la porte, une gravure fraîche fit glacer le sang d'Ayana. 3 lignes verticales barrées par une horizontale. La marque qui signifiait femme traquée. La mort suit. Qui a fait ça, murmura-t-elle. Jim Fletcher avait dit, 2 jours plus tôt, que des hommes posaient des questions en ville au sujet de 2 sœurs Apaches. Il avait ajouté que ce n'étaient pas des gens à qui l'on pouvait dire non. Les yeux de Boone étaient durs comme le silex. Il avait assuré qu'ils seraient là avant minuit. Comme s'ils avaient été convoqués par ces paroles, le bruit lointain de chevaux fendit la tempête, les sabots frappant le sol mouillé, se rapprochant. Seaya agrippa le bras de sa sœur. Ayana, ce sont les mêmes hommes que je. Ayana la coupa, l'esprit en ébullition. Elles avaient échappé à ces hommes une fois, il y a à peine 3 nuits. Mais elles n'échapperaient pas une 2e fois. Pas sous cette tempête, pas sans aucun endroit où fuir.
Elle regarda à nouveau Boone, dont le visage n'exprimait aucun désir, seulement une détermination sombre. Pourquoi le mariage? Pourquoi ne pas simplement nous cacher? Parce que, répondit Boone en se dirigeant déjà vers le râtelier à fusil. Les femmes apaches mariées et placées sous la protection d'un homme blanc ont une existence légale reconnue. Les non-mariés. Il ne termina pas sa phrase. Les sabots se rapprochaient, bien plus proches désormais, et Ayanna comprit que cette nuit étrange et terrifiante ne faisait que commencer. La porte vola en éclats dans un fracas qui fit trembler toute la cabane. Clyde Hargrove emplit l'embrasure tel un ours, l'eau ruisselant de son manteau noir, ses yeux pâles balayant la pièce jusqu'à trouver les sœurs. « Vous voilà, mes jolies » grogna-t-il en entrant sans y avoir été invité. 4 autres hommes se pressaient derrière lui, tous armés, tous arborant le même sourire prédateur. « On vous poursuit depuis 3 jours à travers ce pays maudit. » Boone s'interposa entre Hargrove et les femmes, son fusil pointé sur la poitrine de l'intrus. « Vous êtes sur mes terres, Hargrove. Sortez. » Hargrove éclata de rire, un son semblable à du gravier dans un seau. « Tether. Tout ce territoire change de main, Carter. Les nouvelles exploitations minières au nord ont besoin de travailleurs. De toutes sortes de travailleurs. » Son regard s'attarda sur Seaya, qui se pressa davantage contre sa sœur. « Nous ne sommes pas des travailleuses, dit Ayanna, sa voix ferme malgré la terreur qui lui brûlait les veines. Nous sommes des êtres humains. Pas selon la loi, répondit l'un des hommes de Hargrove. Les femmes apaches prises hors des réserves sont considérées comme des vagabondes. Nous ne faisons que notre devoir civique. Le doigt de Boone se resserra sur la détente. Ce n'est pas ainsi que la loi fonctionne, et tu le sais. Tout dépend de celui qui l'interprète, rétorqua Hargrove. Il fit un pas de plus, ignorant le fusil braqué sur lui. Tu peux en abattre un, peut-être 2, mais pas les 5. Et quand tu seras mort, nous prendrons les filles de toute façon. Ayanna eut l'impression que le temps ralentissait jusqu'à s'étirer. Du coin de l'œil, elle vit Seaya trembler, entendit la respiration lourde de Boone, sentit l'odeur de pluie, de boue et de violence emplir la petite cabane. Tout ce que sa grand-mère lui avait appris sur la survie lui revint en mémoire. Quand on est acculé par les loups, il faut devenir quelque chose qu'ils n'attendent pas, j'accepte, dit-elle soudain. Un silence s'abattit. Hargrove cligna des yeux, déconcerté. Le fusil de Boone vacilla légèrement. Seaya dévisagea sa sœur, stupéfaite. « Tu acceptes quoi » exigea Hargrove. Ayanna s'avança, le menton haut. Sa proposition. Nous acceptons le mariage avec Boone Carter selon la loi tribale et la loi territoriale. Devant témoins ici présents. Elle saisit la main de Seaya. Toutes les deux, tout de suite. Pas question, gronda Hargrove. Ces filles viennent avec nous. Non, dit Boone, la compréhension illuminant son visage. Elles ne partent pas. Parce qu'en vertu du statut territorial 247, des femmes apaches mariées et protégées par un homme blanc ne peuvent être retirées de la terre de leur mari sans mandat d'un maréchal fédéral. Et le maréchal fédéral le plus proche est à 3 jours de cheval d'ici. Le visage de Hargrove vira au pourpre de la rage. Tu ne peux pas les marier sans un pasteur. En réalité, dit Ayanna, sa voix gagnant en assurance, selon la loi apache, des vœux prononcés et entendus avant l'aube constituent un mariage valide. Votre présence fait de vous des témoins légaux, que vous le vouliez ou non. Le silence se tendit comme une corde d'arc. La pluie tambourinait sur le toit. Les éclairs illuminèrent les visages d'hommes dangereux réalisant que leur proie venait de devenir intouchable légalement. C'est des conneries, marmonna l'un des hommes de Hargrove. Mais Hargrove scrutait le visage de Boone, cherchant une faille, un doute. Ce qu'il y trouva le fit reculer d'un pas malgré lui. Tu le ferais vraiment, demanda-t-il. Épouser 2 filles apaches juste pour me contrarier. Boone ne quitta pas Hargrove des yeux. Je les épouserai pour les sauver. Que cela te contrarie n'est qu'une heureuse coïncidence. La main de Hargrove descendit vers son arme. La cabane retint son souffle. C'est alors qu'ils entendirent quelque chose qui changea tout. Un autre cheval approchait à travers la tempête. Mais ce cavalier n'était pas l'un des hommes de Hargrove. Celui-ci chevauchait à toute allure, comme quelqu'un apportant une nouvelle qui ne pouvait attendre le matin. Les cavaliers étaient désormais à moins d'1 mille, leurs sabots martelant la boue comme des tambours de guerre. Boone rechargea son fusil avec des gestes assurés, mais Ayanna voyait la sueur perler sur son front malgré le froid. « Combien » demanda-t-elle en scrutant par la fenêtre striée de pluie. « 5.
Peut-être 6. Boone vérifia ses munitions. Mené par Clyde Hargrove. Cela fait des mois qu'il traque des femmes apaches pour les revendre aux camps miniers du Nord. Le visage de Seaya pâlit. Des camps miniers? Ayanna ne répondit pas, mais sa main se resserra sur le manche de son couteau. Elle savait toutes deux ce qui arrivait aux femmes dans ces camps. Un sort pire que n'importe quelle proposition de mariage, aussi étrange soit-elle. La loi de ton grand-père, dit soudain Ayanna. Explique-la. Tout entière. Boone hésita, puis posa son fusil. Il avait vécu 2 ans avec la tribu Mescalero lorsqu'il était jeune. Il avait appris leurs coutumes. Quand des femmes apaches sont chassées par de mauvais hommes et qu'elles trouvent refuge auprès de quelqu'un qui peut les protéger, le mariage crée un lien de sang que même la loi territoriale reconnaît. Il marqua une pause. Mais il faut que ce soit volontaire et que ce soit avant l'aube, sinon cela ne tient pas, lien de sang, murmura Seaya. Cela signifie que si quelqu'un nous fait du mal après les noces, il répond à moi et je réponds à la loi tribale autant qu'à la loi territoriale. Cela fait de te tuer ou de nous enlever un crime passible de pendaison. Même pour des hommes comme Hargrove. Les sabots s'arrêtèrent au milieu de la tempête. On entendait des voix, rudes, en colère, qui complotaient dans l'obscurité. Ayanna ferma les yeux, pesant des choix impossibles, accepter le mariage avec un étranger ou affronter la brutalité certaine des hommes dehors. Mais quelque chose dans l'attitude de Boone la troublait. Il parlait de la loi de son grand-père avec révérence, non avec convoitise. Il rechargeait son fusil pour les défendre, non pour les menacer. Il y a autre chose, dit-elle en étudiant son visage. Quelque chose que tu ne nous dis pas, Boone détourna le regard. Mon grand-père ne s'est pas contenté de me parler de la loi. Il m'a dit pourquoi il l'avait apprise. Sa voix baissa presque jusqu'au murmure. Parce qu'il y a 50 ans, des raiders apaches ont tué sa femme et sa fille. Il a passé 2 ans avec les Mescalero, apprenant leur façon, essayant de comprendre pourquoi. Ce qu'il a appris, c'est que des gens bons et mauvais existent dans chaque tribu, chaque famille, chaque ville. Un coup de tonnerre fit trembler la cabane, et par la fenêtre, ils virent une lumière de lanterne avancer vers la maison. Il m'a fait promettre, poursuivit Boone, que si j'avais un jour la possibilité de sauver des femmes apaches des hommes qui s'en prennent aux sans-défense, je le ferais. Même si cela devait me coûter tout. Ayanna le fixa. Tu ne fais pas cela pour toi, en réalité. Non, madame. Je le fais parce que certaines dettes ne peuvent être payées qu'en les transmettant. Un autre fracas. Celui-ci n'était pas le tonnerre. Quelqu'un frappait la porte d'un coup de botte. Boone Carter, hurla une voix de dehors. On sait que tu as ces filles apaches à l'intérieur. Envoie-les dehors et on te laissera tranquille. Seaya saisit la main d'Ayanna. Sœur, il faut décider maintenant. Mais en plongeant son regard dans les yeux de Boone, Ayanna comprit que la partie la plus dangereuse de cette nuit n'était pas les hommes dehors. C'était la certitude grandissante que ce rancher usé par le temps pouvait bien être l'homme le plus honorable qu'elle ait jamais rencontré. Et cela l'effrayait plus que tout ce que Hargrove aurait pu faire. Les sabots approchant se firent plus forts, tranchant la tension comme une lame. Hargrove se retourna brusquement vers la fenêtre, la main toujours suspendue au-dessus de son arme. Mais qui diable? Le maréchal adjoint Jim Fletcher, dit Boone, reconnut le rythme distinctif de l'allure du cheval. Les forces de l'ordre territorial. Le visage de Hargrove devint blanc. La présence d'un maréchal adjoint compliquait tout, surtout s'il était témoin de ce qui allait se passer dans cette cabane. La voix de Fletcher retentit à travers la tempête avant même qu'il ne descende de cheval. Hargrove, je sais que tu es là. Sors les mains visibles. Merde, murmurait un des hommes de Hargrove. Patron, il faut qu'on parte maintenant. Mais Hargrove ne recula pas. Ses yeux brûlaient de la fureur d'un homme qui avait traversé l'enfer pendant 3 jours pour voir son prix lui échapper. On finit ça d'abord. Ces filles viennent avec nous. La loi ou pas la loi? Non, dit Ayanna en s'avançant vers Boone. Nous n'irons pas. Elle se tourna vers Seaya, qui hocha lentement la tête, comprenant ce qu'il fallait faire. Boone Carter, dit Ayanna, sa voix portant la cadence solennelle des cérémonies tribales. Je te prends pour époux selon les lois sacrées de mes ancêtres et les lois territoriales de cette terre. Je t'offre ma protection en échange de la tienne, ma loyauté en échange de la tienne jusqu'à ce que la mort ou une libération mutuelle nous sépare. Seaya s'avança, sa voix jeune étonnamment ferme. Boone Carter,
je te prends pour époux selon les lois sacrées de mes ancêtres et les lois territoriales de cette terre. Je t'offre ma protection en échange de la tienne, ma loyauté en échange de la tienne, jusqu'à ce que la mort ou une libération mutuelle nous sépare. Boone les regarda, non avec désir, mais avec la grave compréhension du serment qu'il prononçait. Ayana et Seaya, je vous prends toutes les deux pour épouses selon la loi tribale et la loi territoriale. Je vous offre ma protection en échange de la vôtre, ma loyauté en échange de la vôtre. Jusqu'à ce que la mort ou une libération mutuelle nous sépare. Fletcher frappa contre la porte brisée. Tout le monde dehors, avancez lentement. C'est fait, dit Boone à voix basse. Témoin et engagement. Hargrove arma son pistolet. Comme si c'était fait. Mais avant que quiconque ne bouge, Fletcher entra dans l'embrasure. Sa plaque de maréchal luisait à la lueur des bougies, son arme dégainée. Il contempla la scène, la porte détruite, 5 hommes armés face à un rancher et 2 jeunes femmes, l'odeur de violence flottant dans l'air. Eh bien, dit Fletcher. Clyde Hargrove aurait dû savoir. Ses yeux se posèrent sur les sœurs. Ce sont les femmes apaches que vous traquez. Ce sont des fugitives, dit Hargrove, paniqué. Hors des terres de la réserve sans permis. En réalité, répondit Fletcher en rengainant son arme. Il fouilla dans son manteau et sortit un document officiel. Je viens d'arriver du siège territorial. Ces femmes ne sont pas des fugitives, Hargrove. Ce sont des témoins dans une affaire fédérale contre la corruption au Bureau des Affaires indiennes. Le silence qui suivit était assourdissant. Quoi, chuchota Ayana. L'expression de Fletcher était sombre. Ton père a averti les autorités fédérales avant de mourir. À propos d'agents indiens vendant des femmes apaches au camp minier, à propos de responsables acceptant des pots de vin pour détourner le regard. Il fixa Hargrove. À propos d'hommes comme toi qui profitent de la misère humaine. L'arme de Hargrove vacilla. C'est impossible. Ton père était un homme courageux. Fletcher s'adressa aux sœurs. Et ces preuves vont faire tomber beaucoup de gens puissants. Il lança un sourire glacial à Hargrove. En commençant par toi. Mais Hargrove n'en avait pas fini. N'ayant plus rien à perdre, il prit la décision qui déterminerait si quelqu'un dans cette cabane verrait l'aube. Le visage d'Hargrove se tordit d'une rage désespérée. D'un geste fluide, il empoigna Seaya par la gorge et pressa son pistolet contre sa tempe. Personne ne bouge ou la fille meurt. Hargrove, non, hurla Fletcher. Mais il n'osa pas lever son arme tant que Seaya se trouvait dans la ligne de tir. Tu veux parler de loi, grogna Hargrove en reculant vers la porte arrière. Voilà ma loi. Je sors d'ici avec au moins une de ces filles ou elle meurt ici et maintenant. Les yeux de Seaya étaient grands de terreur, mais elle ne se débattit pas. Ayana fit un pas en avant, la main sur son couteau, mais Boone l'attrapa par le bras. Attends. Murmura Boone. Tu as détruit toute mon opération, continua Hargrove, sa voix montant jusqu'au cri. 5 ans à construire des contacts, acheter des fonctionnaires, établir des routes. Tu crois que je vais aller en prison pour ça? Tu crois que je vais finir pendu? Peut-être qu'on peut trouver un terrain d'entente, dit Fletcher avec précaution, les mains visibles et vides. Lâche la fille et on discutera. Hargrove éclata d'un rire amer. Discuter, comme tu as discuté avec l'agent Morrison avant de lui tirer une balle dans le dos? Comme avec le commissaire Bradley avant qu'il tombe accidentellement de cette falaise. Le visage de Fletcher pâlit. De quoi tu parles? Ah, tu ne sais pas? La poigne de Hargrove se resserra sur Kaya. Ton enquête fédérale n'est pas aussi secrète que tu le crois. La moitié des hommes que tu poursuis sont déjà morts. Des accidents commodes, tous. Et tu sais qui nettoie derrière vous? La cabane tomba dans un silence lourd, seulement troublé par la pluie et la respiration haletante de K. Samuel Crawdog, dit Hargrove. L'oncle de ses filles. Il a tué un par un chaque blanc impliqué dans le trafic, y compris leur cher papa. Le sang d'Ayana se glaça. C'est impossible. L'oncle Samuel ne ferait jamais ça. Ton père n'est pas mort de fièvre, poursuivit Hargrove. Samuel lui a planté une lame dans les côtes parce qu'il était trop compromis avec nous. Il nous transmettait des informations sur les familles apaches, sur quelles femmes n'avaient pas d'hommes pour les défendre. Ton propre père vous a vendu, les filles. Et ton oncle couvre ses traces depuis. K laissa échapper un petit son brisé. Ayana sentit le monde basculer sous ses pieds. Tais-toi, dit Boone d'une voix basse. Tu mens.
Ah oui? Les yeux de Hargrove brillaient. Demande-leur pourquoi elle fuyait vraiment. Pas nous. Samuel. Parce qu'il vient pour elle ensuite. Pas de témoins, pas de vérité sur ce que leur père était. À travers la tempête, un son glaçant fit se figer chaque cœur, un hurlement de loup, long et funèbre, tranchant la pluie comme une lame. Mais ce n'était pas un loup. C'était un signal. Et Samuel Craddock se trouvait quelque part, dans l'obscurité, plus près à chaque instant. Mesdames et messieurs, ricana Hargrove. Je crois que votre vrai problème vient d'arriver. Fletcher pivota vers la fenêtre, cherchant à percer la tempête du regard. C'est alors que Hargrove tenta sa chance. Mais il n'était pas le seul à attendre ce moment. Kaya enfonça son coude dans ses côtes juste au moment où il essayait de la traîner vers la porte arrière. Le coup le fit grogner et desserrer son étreinte une fraction de seconde, assez pour qu'elle échappe à son arme. Le tir de Fletcher explosa dans la cabane, atteignant Hargrove à l'épaule et le faisant pivoter, mais l'homme blessé avait encore de la rage. Son pistolet se leva vers Ayanna, son visage un masque de sang et de fureur. Le fusil de Boone claqua. Hargrove s'effondra au sol. Il est mort, chuchota K, collé contre le mur. Fletcher s'agenouilla près de lui, cherchant un pouls. Non, mais il ne posera plus de problème pour un moment. Il leva les yeux vers les sœurs. Il faut qu'on parle de ce qu'il a dit, sur votre père. Sur Samuel? Ayanna avait le visage figé, mais ses mains tremblaient. Mon père était un homme bien. Jamais il n'aurait. Ton père était désespéré, dit une voix nouvelle dans l'ombre. Samuel Craddock franchit le seuil brisé comme un fantôme incarné. Grand, mince, ses cheveux grisonnants tressaient le long du dos, ses yeux avaient vu trop de choses. L'eau ruisselait de sa veste en peau de daim, et un long couteau pendait à son côté. Oncle Samuel. Souffla Kaya. Bonjour, mes petites, dit-il doucement. Je vous cherchais. La main de Fletcher glissa vers son arme, mais Samuel ne fit aucun geste hostile. Il s'avança plutôt vers le corps inconscient de Hargrove et le fixa avec dégoût. Celui-là a dit vrai, mais pas tout, dit Samuel. Votre père a bien donné des informations à ses hommes, mais pas de son plein gré. Que veux-tu dire, exigea Ayanna. Le visage buriné de Samuel se plissa de douleur. Ils ont pris votre mère d'abord. Ils ont dit qu'ils la vendraient au camp minier si ton père refusait de les aider à identifier les familles avec des filles en âge, reprit Samuel d'une voix basse. Il a essayé de résister. Sa voix se brisa légèrement. Ta mère est morte en tentant de leur échapper. Après cela, ton père n'avait plus rien, sinon la douleur et la honte. La cabane demeura silencieuse, rythmée seulement par la pluie et la respiration haletante de Hargrove. J'ai retrouvé ton père il y a 3 lunes, agonisant du poison qu'il avait pris pour mettre fin à son fardeau, continua Samuel. Dans son dernier souffle, il m'a supplié de vous retrouver, de vous protéger. Alors j'ai commencé à traquer les hommes qui avaient détruit notre famille, pas pour la vengeance, mais pour la justice. L'enquête fédérale, lança Fletcher soudainement. Les preuves contre le bureau venaient de moi, répondit Samuel. J'ai utilisé les registres de ton père, sa correspondance avec ces criminels, pour bâtir le dossier. Je voulais qu'il pende légalement, pas tomber sous ma lame. Ayanna fixait son oncle, les yeux brûlants. Mais Hargrove disait que tu venais pour nous, que tu effaçais les témoins. L'expression de Samuel s'adoucit. Je venais pour vous, mon enfant, pour vous ramener à la maison. Son regard passa sur Boone, puis sur les 2 sœurs. Mais je vois que vous avez déjà trouvé protection. Un hurlement de loup retentit à nouveau, plus proche, glaçant le sang de tous. Samuel esquissa un sourire grave. Ce n'est pas un signal, petite. C'est un avertissement. Car Hargrove n'était pas le seul à vous traquer cette nuit. Dehors, dans la tempête, des silhouettes bougeaient dans l'ombre. Des hommes. Des armes. Le danger, à quelques pas, alors que l'aube restait lointaine. 5 cavaliers surgirent de l'obscurité. Mais ce n'étaient pas les sbires de Hargrove. Ils portaient l'uniforme bleu de la cavalerie territoriale, leurs boutons de cuivre brillant malgré la pluie. Des marshals fédéraux, souffla Fletcher, le soulagement emplissant sa voix. J'avais envoyé un message pour obtenir du renfort. Le capitaine Morrison s'avança jusqu'à l'entrée brisée, sa monture soufflant et martelant la boue. Adjoint Fletcher, nous avons reçu votre rapport sur l'opération d'Hargrove. Ses yeux parcoururent la cabane, l'homme blessé au sol, les sœurs tremblantes, Boone tenant encore son fusil.
Capitaine, Dieu merci, dit Fletcher. Nous avons Hargrove, mais il y a d'autres complices. Le réseau est déjà fini, coupa Morrison. Nous les avons arrêtés toute la semaine, l'agent indien Bradley, le commissaire Walsh, même certains juges territoriaux. Vos preuves étaient solides, Fletcher. Son regard se posa sur Samuel avec respect. Et votre source, exhaustive. Samuel hocha la tête gravement. La justice, pas la vengeance. Comme il se doit. Ayanna sentit quelque chose se relâcher en elle, un poids qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle en avait oublié le fardeau. Alors, c'est vraiment terminé? Le réseau de traite est brisé, confirma Morrison. Et ces hommes paieront de leur vie. Il fit signe à ses soldats. Emmenez Hargrove. Il a besoin de soins avant son procès. Alors que les soldats soulevaient le corps inerte, Hargrove entr'ouvrit les yeux. Sa voix éraillée siffla dans la cabane. Ce n'est pas fini. Il y en a d'autres. Vous ne les trouverez jamais. Ils viendront pour vous. Qu'ils viennent, dit Boone calmement. Ces femmes sont sous ma protection, désormais. Protection légale, leva un sourcil Morrison. Elles sont mariées, intervint Fletcher. Cérémonie légale, reconnue par la loi territoriale. Samuel dévisagea ses nièces, puis Boone, le regard lourd de sens. Ce mariage, c'était seulement pour la protection? La question resta suspendue comme de la fumée. Ayanna tourna les yeux vers Boone. Pour la première fois, elle le vit vraiment. L'homme qui avait risqué sa vie pour des étrangères, honorait la mémoire de son grand-père et montrait plus de courage que tous ceux qu'elle avait connus. Au début, oui. Dit-elle lentement. Mais, souffla-K. Ayanna soutint le regard de Boone. Mais je crois que c'est devenu autre chose. Le visage buriné de Boone s'adoucit. Ce serait pour moi un honneur d'être ton mari, Ayanna. Pour de vrai. Le vôtre, si vous le voulez toutes deux. Kaya regarda tour à tour sa sœur, Boone, puis Samuel. Oncle, est-ce bien? Est-ce ce que père aurait voulu? Voici la traduction de ta conclusion en français, toujours dans le style narratif fluide et cinématographique que nous avons suivi jusqu'ici. Samuel resta silencieux un long moment. Puis il sourit, le premier vrai sourire que l'on voyait sur son visage cette nuit-là. Ton père voulait que vous soyez en sécurité, et heureuse. Cet homme a prouvé qu'il pouvait offrir les deux. Il posa une main ferme sur l'épaule de Boone. Mais si jamais tu leur fais du mal, Rancher, tu auras affaire à moi. Je comprends, répondit Boone solennellement. Dehors, la tempête commençait à se dissiper. À travers les nuages, les premières lueurs pâles de l'aube se levaient à l'horizon. La longue nuit touchait enfin à sa fin. Mais leur nouvelle vie, elle, ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, Ayanna se tenait sur le porche de leur cabane reconstruite, contemplant le coucher du soleil sur la vallée qui était devenue son foyer. La porte brisée avait été remplacée par un solide chêne, le toit ne fuyait plus, et le potager qu'elle et Kaya avaient planté foisonnait de légumes. Boone sortit de la grange, menant son cheval vers l'enclos après une journée passée à réparer des clôtures avec Samuel, qui avait choisi de rester au ranch plutôt que de retourner à la réserve. Tous trois avaient formé un partenariat inattendu, Boone apportait son savoir de la terre et du bétail, Samuel ses talents de pisteur et de chasseur, et les sœurs leur connaissance des herbes, des soins et de l'artisanat traditionnel qui se vendait bien en ville. Comment s'est passé le procès? Demanda Ayanna quand Boone monta les marches du porche. Hargrove a été condamné à la pendaison, dit-il simplement. Le commissaire Walsh a pris 20 ans. Les autres, diverses peines. Il s'assit à côté d'elle sur le banc qu'il avait lui-même fabriqué. Fletcher dit que le juge fédéral a été impressionné par les preuves rassemblées par Samuel. Il pense peut-être lui offrir un poste d'enquêteur territorial. K apparut dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains à son tablier. Le souper est prêt. Samuel a abattu 2 lapins aujourd'hui, et j'ai fait ton pain de maïs préféré. Autour de la table taillée dans des troncs de pin par Samuel, Ayanna s'émerveillait de la simplicité naturelle qu'avait prise leur vie. Ce mariage né d'une protection désespérée s'était transformé en véritable partenariat. Boone traitait les 2 sœurs avec respect et douceur. Il n'exigeait jamais plus qu'elles n'étaient prêtes à donner, et faisait preuve d'une infinie patience dans leur lente guérison. J'ai reçu une lettre de cousine Maria, annonça Kaya en servant le pain de maïs. Elle veut venir nous rendre visite le mois prochain avec sa famille. Ils sont les bienvenus, répondit Boone sans hésiter. Nous avons largement assez de place. Samuel sourit.
Le ranch devient un lieu de rassemblement pour la famille. Votre père en serait fier. Ayana serra la main usée de son oncle. Il serait fier de toi aussi, d'avoir choisi la justice plutôt que la vengeance. La justice sert mieux tout le monde, dit Samuel. Et c'est elle qui nous a menés jusqu'à cette bonne vie. Après le repas, ils s'assirent sur le porche, regardant les étoiles apparaître dans le ciel limpide. Boone posa enfin la question qui le taraudait depuis des semaines. Êtes-vous heureuses ici, toutes les deux? Ce n'était pas la vie que vous aviez prévue. Ayana se blottit contre son épaule, un geste qui aurait été impensable 3 mois plus tôt. Parfois, les plans changent, pour le meilleur. Ka acquiesça depuis sa chaise berçante. Nous sommes en sécurité. Nous sommes une famille. Nous bâtissons quelque chose de bon. Elle sourit. Que pourrions-nous vouloir de plus? Samuel se leva, s'étira. Je vieillis, il est temps d'aller dormir. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Boone Carter, tu t'es montré un homme d'honneur. Mes nièces ont fait le bon choix. Alors que le ranch s'abandonnait à la paix de la nuit, Ayana repensa à cette terrible soirée où 2 sœurs désespérées avaient frappé à la porte d'un inconnu. Elles avaient demandé un abri. Et il avait exigé le mariage avant l'aube. À présent, regardant Boone réparer la chaise cassée de Kaya à la lueur de la lampe, tout en fredonnant doucement, Ayana comprit une vérité qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Parfois, les demandes les plus choquantes cachent les plus profonds actes d'amour.